Bienvenue dans cette vidéo de la série Parcours d'entrepreneuse dans lesquelles je reçois des clientes, des femmes que j'ai accompagnées. Et dans ces vidéos, eh bien, elles partagent leur parcours. Pauline, dans mon souvenir, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu connais depuis assez longtemps. Si mes souvenirs sont justes, ouais. Et donc aujourd'hui, on va découvrir ton parcours. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu partages tes moments de grands doutes. Je sais que toi, tu as changé d'orientation, donc qu'est-ce qui t'a amené à changer, qu'est-ce qui t'a... Bref, ces moments clés, ces moments charnières, et puis aussi peut-être des erreurs que tu as faites, parce qu'on a toujours plus à apprendre des erreurs que des grandes réussites. Voilà, les grandes réussites, c'est bien, mais les erreurs, si on peut éviter de faire les mêmes, c'est quand même encore mieux. Donc, cette vidéo, elle sert à ça. Mais avant qu'on aille découvrir ce parcours, Pauline, je t'invite à te présenter et à nous dire ce que tu fais aujourd'hui. Ok, alors déjà merci de me recevoir pour cette vidéo. Et aujourd'hui, je suis coach Instagram intuitive, c'est-à-dire que je vais aider les entrepreneuses, en particulier les coachs, les thérapeutes, tous les métiers de l'accompagnement, à utiliser Instagram pour promouvoir leur activité, trouver leurs clients, se créer une communauté, une marque personnelle via ce réseau-là. Et donc j'ai une approche qui va m'aider de la stratégie de contenu, la stratégie marketing de communication, avec des capacités psychiques, l'intuition. D'ailleurs, je me suis formée avec toi là-dessus. Mhm. Et je mêle ces deux choses pour pouvoir accompagner mes clientes, avoir une communication la plus juste possible, la plus alignée et qui soit quand même rentable. Voilà. Yes. Bon, ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. On avait tourné une vidéo ensemble où tu parlais de ce que toi, tu avais expérimenté dans la formation de lecture d'aura, parce que c'est la formation que tu avais suivie et qui t'a mis sur la piste de ce métier que tu as actuellement. Et dans laquelle tu expliquais que, bon, à la base, tout ce qui est capacité psychique, ça faisait pas du tout partie de ton système de fonctionnement. Mais avant tout ça, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, enfin, ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as été salarié avant? J'ai été salariée. Alors, ça fait bien une dizaine d'années maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai commencé ma carrière en tant que salariée. Ça a duré 2 ans. Et j'ai vite arrêté. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai travaillé dans l'audit financier dans un grand groupe PwC, pas Price, comme on dit dans le jargon. Et en fait, le début de mon orientation professionnelle et mes premiers choix de carrière, ça a été plutôt une suite de non-choix. Donc, j'ai atterri là plutôt parce que j'ai écouté les parents, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui serait bien vu. Oui, t'as des bonnes notes, t'es intelligente, il y a toutes les voies qui s'ouvrent à toi, va faire ces choses, Qui te plaisent pas? voilà, exactement, qui te plaisent pas, mais qui rapportent de l'argent. Ok. Donc, moi, ayant été éduquée quand même à écouter l'autorité parentale, etc., j'ai mis de côté ce qui me plaisait, moi, vraiment. Sachant que je savais très tôt ce que je voulais faire quand j'étais petite, mais on en reparlera après. Mhm. Mais j'ai mis tout ça de côté pour écouter ce qu'on me conseillait, les conseils des autres. Et j'ai commencé ma carrière donc dans l'audit financier. Et au bout de 2 ans, je me suis bien rendu compte que ça me correspondait absolument pas. Ça va En se faire réalité, je rapide. savais déjà. Ouais. Je savais déjà, en vrai, quand j'ai signé mon contrat, je savais que c'était une énorme erreur, mais que j'ai pas regretté finalement parce que ça a été le déclic pour commencer à m'écouter moi, commencer à écouter vraiment ce que j'avais envie de faire, ce qui me plaisait, ce qui me faisait envie, ce qui me faisait kiffer. Et c'est comme ça que j'ai démissionné de ce premier emploi et j'ai passé bien 4, 5 mois à réfléchir à ce que j'avais vraiment, vraiment envie de faire si je me défaisais de tous ces filtres, toutes ces contraintes extérieures, etc. Et c'est là que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, dans un domaine complètement différent, la restauration. Je me suis associée à une personne qui avait déjà un restaurant. Enfin, c'était la restauration rapide du midi, une cantine végétale comme on appelait ça. Donc on servait des plats au comptoir 100% vegan, des jus de légumes, des gâteaux faits maison,
circuit court, bio, etc. Voilà, la totale. Sur Lyon, je me suis associée avec elle. On a lancé un deuxième restaurant, puis un troisième. Waouh. Et ensuite, j'ai voulu rentrer à La Réunion. Et t'as fait ça Et combien de temps, sur Lyon? 5 ans. Mhm. 5 ans. C'était une super expérience, vraiment. Humainement, c'était génial. Et ensuite, j'ai voulu rentrer sur La Réunion et c'est là que j'ai vendu des restaurants et que j'ai entamé ma deuxième reconversion. Donc cette fois autour du digital, le marketing, etc., la com. Et tu disais que très petite, tu savais déjà ce que tu voulais faire. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire? Parce que là, t'as mis un suspense insoutenable. Je veux savoir, moi. Alors moi, c'est marrant, mais depuis mes 6 ans, j'avais 6 ans et je me baladais partout en disant, moi, je vais être directrice d'un grand hôtel. Sous-entendu, un hôtel type palace, etc. Alors aujourd'hui, j'en suis un peu revenue de ça, mais ce qui est resté, ce qui me plaisait en fait dans cette idée-là, c'était d'être dans un métier de gestion, de direction, et de diriger un lieu, un endroit qui accueille des gens, où les gens passent un bon moment. Donc ça, je l'ai vraiment retrouvé dans la partie restauration. Et ça n'a rien à voir avec mon métier de la com aujourd'hui, mais je sais qu'aujourd'hui, avec ce que je fais, je suis un peu en transition, en étape vers sûrement une prochaine étape de ma carrière ensuite. Mm. Ouais, c'est sûr. Je n'en doute pas. Ok, très bien. Donc, tu as fait 5 ans dans la restauration. Comment est-ce que tes parents, puisque tu disais, quand tu t'es lancé dans la finance, c'était plutôt pour écouter l'autorité parentale, comment est-ce que tes parents, ils ont pris le fait que tu t'arrêtes au bout de 2 ans et que tu prennes 4 mois, à rien faire? Parce que je me mets dans la Oh, place des parents qui te voient t'arrêter et rien faire. Dans leur tête, c'est elle ne fait rien. alors, ils m'ont vu arrêter et ne rien faire, mais ils m'ont aussi vu au plus bas dans ce métier avant que je démissionne. Ils m'ont vu rentrer chez moi, pleurer, faire des crises de nerfs, et eux, ils ont toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour moi. Ils Mhm, m'ont conseillé avec ce qu'ils pensaient être bon à l'époque, mhm. avec ce que eux imaginaient serait bien pour moi. Et quand ils se sont rendus compte qu'en fait ça correspondait pas du tout, ils ont décidé de faire confiance. Et finalement, ils ont très bien pris la chose. Ils étaient un peu inquiets, à se dire bon, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, forcément. D'ailleurs, ils rêvent toujours que je sois salariée, voire fonctionnaire pour la sécurité. Mais ils ont bien compris que maintenant je fais ce qui me plaît et ils ont plus vraiment leur mot à dire là-dedans. Par contre, ils ont toujours été, toujours pu compter sur eux et Mhm. sur leur soutien, même si ça les inquiète, quoi, Ouais, je ce genre de comprends. parcours. Donc, ils t'ont vu te lancer dans la restauration. Qu'est-ce que tu as retenu de ces 5 ans de restauration? Parce que la restauration, c'est pas rien quand même, comme métier dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as retenu de ces 5 ans, des grands points que tu pourrais retenir sur l'entrepreneuriat et des conseils que tu pourrais tirer de ces 5 ans pour l'entrepreneuriat, peu importe ce qu'on fait? Alors, je dirais que le premier conseil, il est assez classique, on l'entend souvent, mais c'est vraiment le truc numéro un pour moi. C'est de bien s'entourer. Mm. Vraiment, moi, si j'ai passé 5 super années, c'est parce que j'avais une associée incroyable, deux associés incroyables en réalité. Une équipe géniale. J'étais aussi beaucoup dans des associations d'entrepreneurs. Donc, j'ai changé beaucoup avec d'autres personnes qui étaient soit du métier, soit d'autres métiers, mais qui étaient tous commerçants aussi. Et ouais, donc les rapports humains, être bien entouré, pouvoir avoir des personnes de confiance à qui demander des conseils, sur qui se reposer, à qui pouvoir déléguer aussi beaucoup. Ça, c'est super, super, super important, surtout dans un métier prenant comme la restauration. C'est vrai dans l'entrepreneuriat de façon générale, hein, parce qu'on est tous très investis dans nos projets. Donc, ouais, être bien entouré, pouvoir parler à des gens qui nous comprennent, pouvoir compter sur des personnes, c'est, je pense, le truc numéro un, vraiment. Quand tu as lâché la restauration, donc tu as vendu tes restaurants, tu es rentré à La Réunion, c'est là que tu t'es lancé dans le digital. Euh, Oui.
Ça t'est venu comment l'idée de je vais me lancer dans le digital parce que entre la restauration et coach Insta, là c'est, tu vois, à chaque fois tu nous fais des espèces de C'est gaps. vrai. C'est pas une, enfin de l'extérieur, on n'a pas la sensation que c'est une suite logique, quoi. Alors, de l'extérieur, on dirait pas que c'est une suite logique, mais en réalité, tout ça fait partie de différents aspects de ma personnalité que je construis depuis que je suis petite, quoi. Et j'ai encore besoin de trouver une activité qui va tout rassembler, ou bien de faire plusieurs choses en même temps, mais bon, du moins, le digital, moi je suis dedans depuis que je suis toute petite. J'ai eu mon premier ordinateur, j'avais 6 ans, parce que mon père s'intéressait vachement à l'informatique, etc. Donc j'ai toujours eu un écran devant moi toute ma vie. J'ai toujours été un peu geek, j'ai toujours aimé explorer les choses sur Internet, etc. Et en parallèle des restaurants, en fait, je m'amusais à faire des petits business, comme j'appelais ça, à côté. Je m'amusais, par exemple, à faire ce qu'on appelle du print on demand, c'est-à-dire créer des designs sur Canva, imaginons, et les faire imprimer par Amazon, etc. Je m'amusais à faire des petits e-commerce. Bon, ça n'a jamais vraiment fonctionné, hein, mais je testais des choses parce que tout ce qui était business, cette idée de liberté financière, cette idée de pouvoir travailler d'où on veut, quand on veut, etc., m'a toujours attirée. Et en fait, quand j'ai arrêté la restauration, donc j'étais très contente de faire ça pendant 5 ans, mais à la fin, à la toute fin, je m'étais sentie vraiment prisonnière de mon commerce. Dans le sens où, alors le Covid était passé par là, on était fatigués, on était un peu découragés avec mon associé. Et on a mis 1 an à réussir à vendre les restaurants. Et pendant 1 an, continuer à aller tous les jours, travailler, cuisiner, gérer, accueillir du public, etc. C'était long, c'est très long. Mhm. Et donc, je voulais une activité où je serais plus prisonnière d'un commerce. Mhm. Et pour ça, enfin, d'un lieu géographique en tout cas. Et pour ça, bah, il n'y a rien de mieux que le digital, de Mhm. pouvoir travailler d'où on veut. Donc c'est là que je me suis dit, allez, lance-toi là-dedans, trouve quelque chose de construit, de sérieux que tu pourras faire dans ce domaine-là. Donc j'ai exploré quelques temps. Au début, j'ai fait des sites internet. J'ai continué à essayer de faire du e-commerce. J'ai essayé deux, trois petites choses. Et puis, je suis tombée sur un ami ici à La Réunion qui m'a parlé de son métier, qui lui est community manager depuis au moins 10 ans, le début de sa carrière. Il a vraiment vu toutes les évolutions. Il Oh. m'a parlé de son métier, il m'a dit, mais si, c'est facile, vas-y. Évidemment, pour lui, c'était facile après 10 ans d'expérience. Mais il m'a convaincue d'essayer, et je me suis formée, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que contrairement à des sites internet, par exemple, où Mhm. on est sur un long projet pendant des semaines, et c'est très fastidieux, il y a assez peu de créativité, etc. Les réseaux sociaux, ça me correspondait plus parce que Ça c'est plus bouge. créatif, ça Mhm. bouge, il faut tout le temps rester au courant des dernières actus, etc. Et cet aspect-là me plaît pas mal, ouais. Ok. Donc là, tu t'es lancé. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans le community? Ça fait 3 ans, Ok. presque 3 ans. Sur ces 3 années, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Euh, D'un point de vue entrepreneuriat, Mhm. euh, je pense que ce qui a été compliqué, ça a été de décider qui j'avais vraiment envie d'accompagner. Ou plutôt d'accepter de me limiter temporairement à tel ou tel type de personne, à cibler, comme on dit. Parce que, bon, il y a plein de choses qui m'intéressent. J'avais envie d'accompagner plein de profils différents. J'avais aussi d'autres projets à côté du community management et j'essaie de tout concilier. Donc, le fait de cibler, de devoir faire du tri, etc., c'était très compliqué pour moi. Finalement, aujourd'hui, bon, j'ai une cible que j'aime beaucoup.
accompagnée, donc ça va. Je suis en paix avec ça maintenant, mais ça a mis du temps quand même. Mm. Ok. Et t'accompagnes qui là spécifiquement aujourd'hui? J'accompagne surtout des coachs et des Oui, c'est ce thérapeutes. que tu disais, ouais. Ouais. Mm. Ok. Et donc tu nous disais que tu avais quand même une vision du lien quand tu étais enfant avec ton avec ta direction d'hôtel. Comment est-ce que tu... Parce que tu dis, je sens que je suis à un mi-parcours quelque part, je suis entre deux activités. Comment est-ce que tu ressens ça? Enfin, c'est quoi les marqueurs internes qui viennent te dire, là, c'est pas quelque chose qui va être sur la durée, enfin, ça va m'amener vers autre chose, mais c'est pas définitif. Comment est-ce que tu ressens ce marqueur-là? Parce que tu vois, moi, parfois, dans l'entrepreneuriat, j'ai vraiment eu la sensation que j'avais trouvé le truc, quoi. Quand j'étais décoratrice de mariage, je pensais faire ça toute ma vie jusqu'au jour où je me suis dit, j'en peux plus. Après, j'ai été coach business et je me disais, mais là, c'est sûr, je ferai ça toute ma vie. Et après, je me suis dit, ah, mais en fait, la médiumnité, et là, plus ça va, et plus c'est la médiumnité qui prend le pas sur le coaching business. Alors, tu vois, t'as des phases comme ça où tu dis, bah, là, je sais que, alors, chez toi, comment est-ce que tu le perçois, que tu es dans cette... Alors, il y a deux choses. Déjà, depuis ma première reconversion, j'ai fait la paix avec le fait que je ferai jamais une chose toute ma vie. Hmm. Je sais que j'ai pas ce tempérament. Je sais que au bout de quelques années, j'ai besoin de faire autre chose. Je suis curieuse de trop de choses. J'ai envie d'explorer d'autres choses. Donc déjà, j'ai pas le tempérament pour faire une chose toute ma vie. Ensuite, ben justement, c'est cette curiosité qui m'appelle à préparer mon prochain projet, en fait. Mhm. Là, par exemple, en ce moment, enfin, prochain projet ou combinaison de l'ensemble de mes projets, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, par exemple, en ce moment, je peux pas m'empêcher de continuer à regarder les annonces de fonds de commerce à La Réunion. Je peux pas m'empêcher de répondre à des invitations de copains qui m'appellent pour me dire, ouais, j'ai cette idée de business, viens, on en discute, peut-être que ça t'intéressera, etc. Parce que ben, je me dis toujours pourquoi pas. Et après, ben, j'ai ce travail de tri à faire pour me dire, bon, est-ce que c'est la priorité en ce moment? Est-ce que dans cette phase de ma vie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me rajouter un autre projet, est-ce que j'ai besoin d'explorer autre chose ou est-ce que c'est pas le moment? Voilà. Mais j'ai toujours ce sentiment et cette curiosité, ce besoin d'explorer, quoi, d'autres Ok. choses. C'est Mm. intéressant parce que contrairement à beaucoup d'entrepreneuses que j'ai rencontrées et que je rencontre, euh, qui sont vraiment fixées sur un truc, toi, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ouvert, quoi. Bon, je fais ça en ce moment, mais voilà, ça peut changer du jour au lendemain. C'est un peu ça, non? C'est complètement ça. Le seul fil conducteur, c'est il faut que ça m'enthousiasme, que ça me fasse kiffer et voilà. Mais sinon, je suis ouverte, ouais. Franchement, je pense vraiment que je pourrais faire n'importe quoi. Si ça me plaît, si c'est en phase avec mes valeurs, si c'est sur un sujet qui m'intéresse et si c'est dans un format qui m'intéresse aussi. Mm. Très bien. Et à quel moment tu te dis j'ai peur parce que moi j'ai changé plusieurs fois comme ça et à chaque fois enfin, je me suis dit à chaque fois est-ce que j'arriverai à générer de l'argent avec ça? Je sais pas pourquoi mais à chaque fois je me suis posé la question, tu vois. Il y a toujours ce truc de là je sais que je vais changer parce que ce que je fais n'a plus de sens. Pourtant ça me ramène vraiment de l'argent parce que je l'ai amené à un stade où ça me ramène vraiment de l'argent. Et je sais qu'il y a toujours la crainte de, ok, est-ce que je vais réussir à générer de l'argent avec ce qui m'appelle? Est-ce que toi, ça te parle, ça? Alors, j'ai toujours cette crainte effectivement de est-ce que je vais réussir à en vivre, est-ce que je vais réussir à faire de l'argent, etc. En revanche, je pense que malheureusement, je n'ai pas encore connu ce stade d'avoir une entreprise qui génère vraiment beaucoup d'argent, au point de me dire j'ai peur de perdre ça. C'est-à-dire que j'ai toujours réussi à générer suffisamment pour bien vivre, couvrir mes besoins, pouvoir voyager, pouvoir me faire plaisir, etc.
mais pas au point d'avoir peur de perdre cette source de revenus et d'avoir peur de pas être capable de le refaire. Mhm. Tu vois? Donc peut-être que le jour où je générerai, je sais pas combien de milliers d'euros, je me poserai la question. Mais pour l'instant, faut dire aussi que j'ai des besoins qui sont pas énormes à l'instant T. J'ai pas encore d'enfants. Mhm. Bref, j'ai pas énormément de contraintes financières. Donc, Mhm. jusqu'à maintenant, j'ai pu me permettre de prendre ce risque et j'ai pu me dire, je suis capable de recommencer à zéro. Donc, la question s'est pas énormément posée pour moi. C'est toujours une crainte, forcément, mais Ouais, ça mais m'a pas encore retenue, quoi. c'est quand même bien que tu donnes cette crainte parce que Ouais. c'est juste pour que les personnes qui nous regardent se disent pas, oh, bon, elle change comme ça, c'est facile pour elle, mais en fait, Ah c'est... non, non, c'est clairement pas si facile que ça. Mais en fait, l'appel est plus grand que la crainte, quoi, on va dire. Ouais, 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 ça, je reconnais bien. Et il y a aussi ce truc de non seulement l'appel est plus grand que la crainte, mais il est surtout le ras-le-bol est aussi tellement important que ça pousse à aller vers l'appel, quoi. Je sais pas comment ça se passe pour. Ok. C'est vrai. Dans toutes ces années d'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a une erreur qui t'a vraiment coûté cher et où tu t'es dit, Pfff, là, je viens d'apprendre là, puissance, enfin, j'ai appris très rapidement grâce à cette énorme erreur. Franchement, il y a une erreur assez récurrente que j'ai faite dans différentes situations et que je continue parfois à faire encore. C'est de faire des choses pour l'argent. Hmm. Bon, alors c'est un peu comment dire je trouve pas le mot, c'est un peu bizarre de dire ça quand on est entrepreneur peut-être. Mais à chaque fois que j'ai accepté une mission, une prestation, un projet uniquement parce que ça va faire de l'argent, j'ai regretté. Mais vraiment systématiquement. Soit parce que les choses se sont pas passées comme prévu et du coup j'avais pas la motivation de surmonter les obstacles qui allaient parce que c'était que pour l'argent, donc pas une Mhm. motivation suffisante. Soit parce que finalement ça avait pas tant de sens que ça. Et du coup, je m'investissais pas totalement, donc ça marchait pas si bien que ça non plus. Bref, à chaque fois que j'ai fait quelque chose pour l'argent et non pas parce que vraiment ça me plaisait, vraiment ça m'enthousiasmait, euh, il y a eu un problème. C'est arrivé aussi que j'accepte de travailler avec certaines personnes parce que je me disais, bon, ça va me faire entrer de l'argent, alors que je sentais pas la relation avec ces personnes. Et pareil, j'ai regretté. Bref, voilà. C'était l'erreur numéro un. Donc, ne faites pas les choses que pour l'argent. Ouais, c'est paradoxal parce que dans l'entrepreneuriat, on est là pour générer de l'argent. Mais, Ouais, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as besoin que ça colle avec tes valeurs, que ça ait du sens, que ça t'enthousiasme, etc. Donc s'il n'y a pas ça et que finalement la motivation, la seule motivation c'est l'argent, ben une fois que tu as l'argent sur ton compte, il n'y a plus de motif, quoi, en fait. c'est ça. Et puis, en fait, si je fonctionnais à l'argent, je serais restée salariée dans mon grand groupe financier. J'aurais fait, voilà, je gagnerais très bien ma vie et ça irait très bien. Mais c'est pas ma motivation à entreprendre, quoi. C'est pas ma motivation numéro un. C'est Mhm. une des motivations, c'est clair, on est bien d'accord là-dessus. L'idée que finalement, quand tu es entrepreneur, euh, ce que tu peux générer, c'est infini. Ça dépend Mhm. vraiment de toi, de ton système, de ce que tu crées, Mhm. etc. Donc, il n'y a pas de plafond, entre guillemets. Mais c'est pas la motivation numéro une au quotidien, quoi. Mm. Mhm. Et c'est quoi ta motivation numéro une au quotidien? Moi, j'ai vraiment besoin de sentir que je fais une différence quelque part dans la vie de quelqu'un en particulier ou d'un groupe. Euh, Tu vois, dans l'hôtellerie, la restauration, il y avait cette notion que les gens passent un bon moment, etc. Dans ce que je fais aujourd'hui, c'est cette idée que j'aide des femmes à s'émanciper avec un business qui leur apporte de l'argent, leur permet de faire des choix pour elles-mêmes, avec une communication où elles peuvent s'exprimer librement, où elles sont plus bridées. Donc ouais, il y a toujours
dans tous les projets qui m'ont intéressée et enthousiasmée, il y a toujours eu une notion de ça sert à quelque chose ou ça sert à quelqu'un, c'est utile et ça a un impact positif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'audit, ça me correspondait absolument pas, l'audit financier, parce que je travaillais pour des entreprises, ça avait aucun sens pour moi. Euh, enfin, tout ce que je faisais, pour moi, n'avait aucun sens et n'aidait personne. Ouais, non seulement ça n'avait pas de sens, mais en plus de ça, ça allait peut-être ça allait peut-être te confronter dans tes valeurs, non? Ouais, certaines choses, certaines entreprises avec qui je bossais, ouais, allaient carrément à l'encontre de ce en quoi je croyais, ouais, c'est sûr. Mm. Ok. Pauline, on a travaillé ensemble, on travaille toujours ensemble d'ailleurs. Tu étais entrée dans le fil rouge, j'étais maintenant dans le cercle, qui est un membership où j'accompagne des entrepreneuses qui sont déjà avancées, lancées depuis un moment et avancées. Quelle a été une des prises de conscience que tu as pu avoir pendant ces accompagnements et que tu aimerais partager aujourd'hui? Bah alors déjà, ma prise de conscience numéro un, c'est pas nouveau, on en a parlé plein de fois toutes les deux, c'est sur l'intuition, sur le fait de... Ouais, à quel point c'est important de s'écouter. Pourtant, je le savais, tu vois, dans mon parcours, c'est revenu plusieurs fois, mais j'avais jamais posé les mots dessus. Et j'avais jamais, comment dire, considéré la chose. Je sais pas sérieusement le mot que je cherche, mais bref, j'avais vraiment jamais vraiment compris c'était quoi ce truc qui me poussait à toujours chercher à faire des choses qui me correspondent depuis ma première reconversion. Tu vois. Bon, Mhm. donc il y a ça, l'intuition, l'importance de l'intuition dans l'entrepreneuriat, l'importance de s'écouter, l'importance c'est ça d'écouter ces informations qu'on peut avoir en soi, autour de soi, etc. Donc, prise de conscience numéro un, je pense que c'est vraiment ça. Mm. Ouais, bon, du coup, tu l'as même ajouté à ton métier, quoi. Je vais même ajouter à mon métier parce que ouais, je me rends compte à quel point ça peut carrément aider toute entrepreneuse, enfin tout le monde de façon générale et dans l'entrepreneuriat aussi particulièrement. Mm. Où est-ce que tu te vois aller, toi, avec la médiumnité? Je te posais la question parce que je sais que tu as lancé un compte TikTok, j'ai lu ton mail où tu parles de médiumnité. Alors, j'ai pas TikTok, mais on mettra quand même le lien sous cette vidéo. Où est-ce que tu te vois aller, toi, avec la médiumnité? Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Là, tu vois, ça fait partie de ces choses que j'explore par curiosité, qui m'appellent, qui m'enthousiasment, qui me font kiffer. Ce que je kiffe, en fait, c'est à chaque fois que quelqu'un vient me voir pour une lecture d'aura ou une canalisation, etc., je vois à quel point ça leur fait du bien et à quel point ça leur permet de gagner confiance, de prendre des décisions là où elles étaient bloquées, etc. Et en fait, franchement, moi, ça me rend... je suis accro à leurs réactions. Je suis accro à voir leur visage s'illuminer, leur corps s'alléger, tu vois, au fur et à mesure de la séance et tout. Je trouve ça trop génial. Donc, je continue à explorer. Et pour l'instant, tu vois, je l'ai surtout fait dans mon métier en rapport avec la communication. Et en fait, j'ai lancé ce compte TikTok parce que j'ai envie d'élargir un petit peu mon champ d'intervention. J'ai envie de pouvoir aider des personnes sur d'autres sujets, peut-être un peu plus personnels. Mhm. Euh, mais en fait, moi, ce qui m'anime vraiment, et ce pourquoi je fais aussi de la communication, coach Instagram, etc., j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est ce côté émancipation de la femme. C'est un sujet qui m'a toujours touchée. Et j'ai envie de pouvoir faire des lectures d'aura, utiliser mes capacités médiumniques pour ça, pour aider des femmes à prendre conscience de leurs valeurs, de qui elles sont, de ce qu'elles méritent, de ce qui les éteint, de ce qui... Bref, voilà quoi. Tout ce qui peut les aider à s'émanciper, à prendre leur place dans la société. Ouais, je pense que ça va me servir à ça. Je suis pas Ok. sûre encore, j'explore, mais je pense. Ok. En tout cas, je mettrai le lien pour que les personnes qui nous écoutent puissent éventuellement prendre rendez-vous avec toi si ça les appelle, sachant que tes ressentis sont très très justes et ouais, t'as vraiment une lecture très fine. Euh, donc
pour toi qui nous regarde et qui nous écoute, je te conseille vivement de passer par Pauline si tu as besoin d'un éclairage via ses capacités. Ok, très bien. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais dire comme mot de la fin à cette personne qui nous regarde et qui nous écoute pour terminer cette interview? Le mot de la fin pour moi, c'est vraiment faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Que vous soyez entrepreneuse ou pas d'ailleurs, mais en fait, c'est quelque chose que je t'ai beaucoup entendu dire et je suis complètement d'accord avec ça, c'est vous avez déjà les réponses en vous de ce qui est bon pour vous. Donc faites-vous confiance, continuez à avancer en écoutant ce qui vous fait envie, ce qui vous fait kiffer, là où vous vous sentez bien, les- avec les personnes avec qui vous vous sentez bien. Et c'est vraiment la meilleure façon de naviguer dans la vie, quoi. Mm. Ce que je retiens de ton partage, c'est aussi cette curiosité, cette ouverture, ce truc de bah j'y vais, je teste, je m'ouvre à différentes choses, je vais vers ce qui m'appelle, et puis on verra bien ce que j'en ferai plus tard, quelque part. Ouais, franchement, c'est cool aussi de faire ça. Si vous pouvez le faire, si vous avez le cadre qui vous permet de faire ça, allez-y. Mais tu vois, mine de rien, je pense que ça demande d'avoir un cadre justement assez sécurisant. Comme je disais tout à l'heure, d'être entouré avec les bonnes personnes, des bonnes personnes, etc. Et ça, malheureusement, toutes les femmes ne l'ont pas aujourd'hui. Donc, commencez par vous créer ce cadre sécurisant et autorisez-vous à explorer dans ce cadre, quoi. Ok, et si jamais vous avez envie d'aller explorer et qu'il y a des petits trucs qui vous bloquent, vous sentez que ça freine, ben, c'est l'occasion d'aller voir Pauline parce que c'est sûr que quand on a des envies d'aller vers quelque chose et tout qu'on sent que ça freine, je trouve que c'est là qu'un éclairage, que ce soit une lecture d'aura ou une canalisation, peu importe, ça aide parce que ce que toi tu vas faire, c'est reconnecter la personne à ses potentiels et ça enfin, ça a tellement de valeur. Et je suis d'accord avec toi, quand on fait une lecture d'aura ou une canalisation, quand on voit la personne en face, se rappeler finalement. Parce qu'on fait que lui rappeler ce qu'elle sait déjà, hein. Se Ouais. rappeler tout ce qu'elle sait déjà et qu'on la voit se redresser, on la voit à nouveau. C'est comme si tu parles, tu disais, on voit qu'elle s'allège. Et c'est vrai, on a la sensation qu'il y a quelque chose qui change dans l'air. C'est magique. Donc, ouais, à toi qui nous écoutes, n'hésite pas à faire appel à Pauline. Si tu te sens dans cette situation-là, tu verras qu'elle va t'amener de la clarté et ça va te permettre de te remettre sur le chemin plus rapidement. Carrément. Mm. Pauline, je te remercie. Merci pour ce partage. Et tu vois, je Merci à savais pas toi. du tout que tu étais partie d'un truc comme la finance, quoi. Je veux dire, pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Moi qui te connais un petit peu, enfin là, franchement, tu m'aurais dit qu'est-ce qu'elle faisait, Pauline, quand elle était salariée. Je n'aurais pas imaginé un truc comme ça, quoi. Donc merci pour ton partage. Et toi qui nous écoutes, eh bien, je t'invite à liker cette vidéo et à nous dire ce que toi tu retiens du parcours de Pauline, ce qui t'a particulièrement touché. Pauline, je te dis à très vite et à très vite aussi à toi qui nous écoutes. Ciao. Merci.